Depuis que je suis tout petit, le sport a toujours occupé une place très importante dans ma vie. Que ce soit avec mes parents qui m'amenaient jouer au hockey la fin de semaine, à l'école dans la cour de récréation, ou simplement dans des petites ligues récréatives, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours adoré ça. Si à l'époque tout se faisait dans la bonne humeur et l'innocence de l'enfance, j'ai quand même constaté qu'en grandissant, ma relation et celle des autres avec le sport avait quand même beaucoup changé. En arrivant à l'adolescence et en commençant à faire du sport à un niveau plus compétitif, toute la notion de plaisir avait beaucoup diminué comparativement aux besoins de victoire et de performance qui lui avaient pris beaucoup plus d'importance qu'avant. Le sport n'était plus égal à un jeu. Et c'est à ce moment-là, selon moi, où les problèmes ont commencé à apparaître. Parce que si, disons, certains ont pu se contrôler puis rester calmes malgré l'augmentation des enjeux liés à la compétition et au niveau de l'intensité dans le sport, je pense qu'il y en a d'autres qui, c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés, disons, dans les vices que apporte la compétition. C'est à cet âge-là que surviennent alors les premiers comportements violents, l'intimidation ou bien le dopage. Mais bon, ça veut pas dire qu'il faut tout de suite perdre espoir en cette belle chose qu'est le sport, parce qu'il existe des solutions pour diminuer et prévenir ces comportements-là nocifs. Puis une de ces solutions-là, c'est le franc-jeu. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce que c'est clairement que le franc-jeu ou l'esprit sportif ou le spirit, comme on dit en anglais. Parce que c'est pas nécessairement le concept le plus facile à saisir. Dans le fond, c'est un ensemble de valeurs et de concepts qui favorisent le respect de soi, le respect de l'adversaire, le respect du jeu en général dans un sport et surtout qui favorise le fait d'avoir du plaisir dans le sport. Tous ces concepts et valeurs-là peuvent être appliqués de plusieurs manières différentes. Ça peut être des petites actions toutes simples, comme féliciter son adversaire quand il fait un bon coup, l'aider à se relever, ou tout simplement être souriant puis avoir une attitude positive sur le terrain. Mais ça peut aller encore plus loin que ça. On peut le voir par exemple au Ultimate, où c'est de l'auto-arbitrage, donc il n'y a pas d'arbitre. Ça va venir faire en sorte que ça va être les joueurs qui vont eux-mêmes, disons, signaler les infractions sur le terrain. Donc ça va énormément améliorer leur intégrité, puis pratiquer justement à interagir avec un adversaire qui est plus un ami plutôt qu'un ennemi. On peut voir aussi dans plusieurs ligues de hockey où il y a des programmes qui ont été instaurés qui viennent améliorer le classement des équipes qui ont eu le moins de minutes sur le banc de pénalité. Les organisations sportives et les sports qui vont utiliser ces stratégies-là vont vraiment donner des bons résultats et améliorer considérablement la vie de leurs athlètes parce que ça va vraiment venir réduire de façon importante le niveau d'intimidation, de violence sportive, de dopage. Finalement, le décrochage sportif va vraiment diminuer grâce à ces stratégies-là du franc-jeu. L'esprit de jeu va agir de différentes manières pour les précédents problèmes que je viens de vous citer. Puis c'est pour ça que j'aimerais ça aller les explorer chacun en détail pour bien vous expliquer justement ces enjeux-là, leur importance et comment justement le spirit ou l'esprit de jeu peut contribuer à diminuer justement le taux et l'importance dans nos sports au Québec. Donc, commençons tout de suite avec le premier enjeu, l'intimidation. Donc, l'intimidation, c'est le premier enjeu que j'avais envie de discuter avec vous parce que c'est à mon avis le plus important, surtout au Québec. Selon l'Institut national de la santé publique, 10 à 15% des athlètes en seraient victimes. Dans le contexte sportif, l'intimidation peut prendre plusieurs formes. Ça peut être de la violence physique ou verbale, ou du bris de matériel, ou sinon de l'exclusion sociale. Ça peut venir aussi des spectateurs qui vont venir mettre de la pression sur les jeunes. L'intimidation, ça reste quand même quelque chose qui se passe entre les joueurs d'une même équipe, entre les mêmes coéquipiers. Donc, les facteurs de risque vont beaucoup être liés à la tolérance qu'ont les adultes envers l'intimidation. Donc, que ce soit les coachs, les parents ou les administrateurs. Et les valeurs fondées sur la performance, donc celles qui sont contraires à l'esprit de jeu, vont aussi avoir un effet considérable sur l'augmentation et l'intensité qu'aura l'intimidation dans le contexte sportif. Et c'est d'ailleurs justement pour ça que l'esprit de jeu va venir considérablement aider la diminution de l'intimidation, parce qu'il va venir apporter une dynamique d'équipe beaucoup plus positive. Tout cela, ça va être fait grâce aux valeurs inculquées par l'esprit de jeu et avec les stratégies qui amènent à promouvoir des bonnes relations entre les joueurs. L'esprit de jeu va permettre d'avoir une meilleure cohésion d'équipe, ce qui va avoir des dynamiques positives. Ça va être beaucoup plus
chaleureux que dans des contextes très compétitifs. L'esprit de jeu va aussi pouvoir promouvoir des relations de soutien. Il va identifier l'intimidation comme étant quelque chose d'inacceptable en apprenant aux adultes à être proactifs sur le sujet et en les conscientisant énormément et en lui montrant comment agir. Puis finalement, encourager l'esprit sportif avec l'adversaire, ça entraîne énormément de bienfaits sur la diminution de l'intimidation. Tout cela, ça va être fait grâce aux valeurs inculquées par l'esprit de jeu et avec les stratégies qui amènent à promouvoir des bonnes relations entre les joueurs. L'intimidation, c'est un enjeu assez important, puis il faut lutter contre parce que ça va entraîner des conséquences très très graves au niveau des athlètes qui en sont victimes. On peut lister plusieurs problèmes comme l'anxiété, la colère, la dépression, la tristesse, une grande diminution de la confiance en soi et dans des cas très rares, le suicide. Dans certains cas, les conséquences vont être subies au niveau de l'implication dans le sport. On parlera de décrochage sportif, mais ça je vais en revenir un petit peu plus tard. Passons maintenant au deuxième enjeu que j'avais envie de parler avec vous, la violence sportive. La violence sportive, c'est un phénomène qui a encore plus d'ampleur que l'intimidation, mais qui va être un peu moins important dans la vie des athlètes. Ça va être surtout des événements uniques, un peu plus imposants que ceux de l'intimidation, mais qui ne seront pas répartis sur une longue durée de temps. Ça reste quand même un problème important, parce qu'environ 60% des athlètes entre 12 et 17 ans vont en être victimes au moins une fois dans leur vie. Ça reste quand même un problème plus compliqué à aborder, parce qu'il est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent commettre l'acte de violence. Ça peut être les adultes, donc les entraîneurs, les parents, les spectateurs, ou les gens en position d'autorité comme les administrateurs ou les sélectionneurs de l'équipe. Ça peut arriver aussi entre les sportifs, mais là ça va être pas vraiment comme l'intimidation parce que ça va être moins visé, ça va être plus abstrait. Fait que ça peut être entre deux joueurs d'une équipe ou entre deux joueurs d'équipes différentes, mais ça risque d'être un contact qui va être beaucoup plus dangereux que celui de l'intimidation, mais qui va être fait plus au hasard. Finalement, elle peut aussi venir des spectateurs dans les estrades, que ce soit des parents ou des jeunes. Puis là, on parle plus de déclarations offensantes ou dénigrantes que de la violence physique. Le problème avec la violence sportive, c'est que, étant donné qu'elle vient de plusieurs facteurs et de raisons différentes, il y a un peu moins de facteurs de risque précis et communs et de solutions précises. Mais il y a quand même une petite partie de facteurs généraux qui accentuent la violence, puis certains aspects récurrents qui viennent entrer en jeu dans la violence sportive. Tout d'abord, il y a des facteurs que l'on vient appeler relationnels qui, eux, vont venir contribuer à l'augmentation de la violence. Donc, quand on parle, mettons, d'entraîneurs avec des styles de direction très autocratiques, qui sont quasiment comme des dictateurs, avec surtout des attentes très élevées envers la performance, envers la victoire, aussi une tolérance importante avec la violence. Donc, si l'entraîneur montre que ça ne lui dérange pas, c'est là surtout que ça va arriver. Ensuite, il y a des facteurs que l'on appelle socio-culturels, qui eux sont moins reliés au sport, mais plus au fait que on est énormément dans notre vie de tous les jours confronté à de la violence. On en voit partout et c'est quasiment normal, que ce soit dans la télé, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on en voit. Ça va venir quand même apporter une certaine contribution au niveau de violence qu'on peut avoir dans le sport. Finalement, il y a des facteurs que l'on nomme contextuels, qui sont liés au fait que dans beaucoup d'organisations sportives, dans beaucoup de sports, il n'y a pas de code d'éthique, il n'y a pas de règlements qui viennent contrer la violence, ils viennent mettre des règles strictes face à ça. Dans le cas de la violence sportive, on va parler de conséquences assez similaires à celles de l'intimidation. Donc, la dépression, des idées, des comportements suicidaires, des blessures physiques qui vont entraîner des baisses de performance et des stress accrus. Puis justement, ça va créer un cercle vicieux. Donc, plus de stress, moins de bonnes performances qui vont créer plus de stress jusqu'à ce qu'il y ait souvent l'abandon du sport. Mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Mais grâce à l'esprit de jeu et au franc-jeu Spirit, il y a plusieurs moyens qui vont être mis en place justement pour venir prévenir cette violence sportive-là. Il va y avoir une prévention des comportements violents en les définissant clairement comme étant inacceptables. On va venir créer dans les différents milieux sportifs des environnements de respect où il n'y aura pas de pression excessive sur la performance et la victoire, avec une approche beaucoup plus participative liée au plaisir. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas non plus d'intensité, ça veut juste dire qu'on va être capable de revenir au bon moment, au calme, puis être capable de se contrôler.
C'est sûr que ces stratégies-là sont difficilement exécutables dans des très hauts niveaux professionnels où les athlètes sont payés justement pour faire le sport. Mais c'est très réalisable dans des milieux où les joueurs c'est des adolescents ou des jeunes adultes parce qu'à ce moment-là, le sport a encore une petite notion de participation qu'elle peut encore être mise de l'avant, tandis que c'est sûr que dans la LNH, ça va être compliqué de demander à un joueur de juste faire ça pour le plaisir. Et maintenant, le dernier enjeu, le dopage. J'aimerais finalement parler du dopage sportif parce que c'est selon moi l'aspect le plus dangereux qui plane sur les athlètes parce que les conséquences, c'est ceux-là qui sont les plus graves au niveau de la santé du joueur et au niveau de son entourage. Le sport, comme tous les enjeux que vit notre civilisation, n'est pas à l'abri de nouveaux problèmes que crée notre société moderne. Avec l'émergence de plein de nouvelles technologies qui repoussent sans cesse les limites de ce que peut faire l'être humain, puis encore dans un contexte où tout ce qu'on veut dans le sport, c'est gagner, être le grand gagnant, la victoire et la performance, forcément, il y a des dérives comme le dopage qui ont été créées. C'est vraiment très très important de voir le dopage comme un problème à part, parce que si la violence sportive et l'intimidation avaient des effets sur les autres joueurs, et non sur la personne qui commettait l'acte, pour le dopage, c'est totalement différent. Le dopage, comme la violence et l'intimidation, c'est une alternative malhonnête qui va permettre de gagner la victoire en contournant les règlements. Mais il n'y aura pas de réelles répercussions sur les autres joueurs, à part la défaite. Si une personne victime de violence ou d'intimidation pouvait ressentir des problèmes post-traumatiques ou de l'anxiété, de la dépression ou tout simplement des blessures physiques, une personne qui va avoir fait face au dopage sans l'avoir utilisé, donc plutôt qu'avoir perdu contre quelqu'un qui s'est dopé, n'aura aucune conséquence physique ou mentale. Toutes les répercussions vont être sur le dos de l'athlète qui se dope et ça va représenter une grande menace pour sa santé parce qu'il y a des énormes risques liés à la surconsommation. Ça comporte aussi de graves conséquences sur l'éthique du sport parce que ça constitue un manquement majeur des règlements parce que l'excellence devrait toujours se gagner par le respect des règles et non par la tricherie. Ça vient aussi miner tous les bienfaits du sport comme le respect des autres, l'honnêteté, la camaraderie, la persévérance, l'estime de soi, puis tous les bienfaits physiques que le sport amène, comme une bonne condition musculaire ou cardiovasculaire, des meilleurs rendements cognitifs. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à la propagation, disons, du dopage dans le sport. Le premier, je l'ai expliqué tantôt, c'est l'évolution justement de la science et des nouvelles technologies qui permettent de pousser un peu les limites du corps humain. Il y a aussi les salaires astronomiques que gagnent les sportifs de haut niveau qui vont venir faire envier les autres athlètes et pousser à justement à opter pour le dopage pour arriver à ces résultats-là. Il y a aussi toute la pression liée par l'entourage des sportifs, que ce soit par les médias ou par la famille, par les amis, par les parents qui poussent justement à la performance, qui vont venir afficher le dopage comme étant la seule solution optimale à cette performance et à ces résultats-là. Finalement, il y a beaucoup d'enjeux liés à l'importance de l'apparence de notre corps qui viennent aussi faire en sorte que la consommation de certains produits pour accélérer la musculature ou pour la tonifier qui vont venir entrer en compte dans le choix du dopage. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui décident de se doper parce qu'ils sentent que c'est le seul moyen d'atteindre justement les résultats maximaux. Ils pensent que, étant donné que tout le monde le fait, si eux ne le font pas, ils ne seront jamais capables d'accoter les autres athlètes. Ou tout simplement que se doper, ça consiste à combattre à armes égales avec son adversaire. Pour contrer ça, le spirit ou l'esprit de jeu entre encore énormément en jeu. En effet, ça va venir améliorer énormément l'environnement autour du sportif, que ce soit au niveau de son équipe ou de ses proches, parents, amis. Les programmes qui sont basés sur le spirit vont donc promouvoir des entraînements de qualité où l'esprit sportif va justement être très important. Il va aussi, au niveau des entraîneurs et des parents, conscientiser aux problèmes et leur permettre d'agir beaucoup plus rapidement, plus efficacement sur les athlètes qui commencent à se doper parce que c'est au début du dopage que c'est vraiment le point tournant où la décision finale va se prendre sur la vie de l'athlète. Comme je l'ai expliqué, l'esprit de jeu, c'est une solution pour réduire, dans le fond, le taux d'intimidation, de violence et de dopage qui
peuvent se produire dans le sport. Il y a plusieurs programmes qui sont implantables dans les structures de sport, comme le programme franc-jeu ou l'auto-arbitrage du frisbee que j'ai expliqué précédemment, qui permettent justement de venir changer la mentalité des gens, puis de venir conscientiser les sportifs aux problèmes. Je pense qu'il faudrait être fou pour croire que l'esprit de jeu est la solution ultime pour résoudre tous les problèmes dans le sport, mais je crois vraiment que c'est un pas dans la bonne direction pour venir changer la mentalité des gens, puis faire en sorte que le sport redevienne une chose, disons, plus secondaire, plus frivole, plus amusante de notre société, le rendre, dans le fond, un peu plus humain qu'il ne l'est en ce moment. Et justement, je pense qu'il est important d'agir rapidement et d'implanter ces structures-là le plus tôt possible dans nos modèles sportifs, parce qu'une des principales conséquences des enjeux que j'ai expliqués précédemment, c'est le décrochage sportif. Le décrochage sportif, c'est un phénomène qui a pris une très grande ampleur ces dernières années, puis je comprends ça, parce que si moi aussi j'étais victime d'un problème dans un contexte sportif, par exemple j'étais victime d'intimidation, c'est sûr qu'en étant isolé puis en étant éloigné des autres, mon premier réflexe, ce serait tout simplement de quitter le sport plutôt que de chercher forcément une solution miracle qui viendrait arrêter mon problème. Lâcher le sport, ça reste quand même la mauvaise solution parce que justement, faire du sport, c'est extrêmement important dans la vie d'un être humain et surtout pour les adolescents en lien avec nos études. Ça a été prouvé à maintes reprises, le sport améliore le comportement en classe, gratifie l'estime de soi, crée un plus grand sentiment d'appartenance entre l'élève et son école. Tout ça, ça résulte à des meilleurs résultats académiques pour les élèves. Le sport, c'est une des clés qui permet aux humains d'aller loin dans la vie parce que tous les effets que je viens de citer, ils se poursuivent à long terme, que ce soit au secondaire, au cégep, à l'université ou dans le monde du travail. C'est donc super important qu'on continue à protéger nos sportifs et nos sports pour que on continue dans le fond de bouger. Puis moi je pense que le Spirit, c'est une excellente alternative qui permettrait justement d'améliorer les structures sportives et tout ce qui englobe justement le sport. Je pense donc que l'esprit de jeu, c'est une excellente solution à ces enjeux-là. C'est certainement en tout cas un pas dans la bonne direction pour améliorer toute la vie qui entoure le sport, que ce soit sur le terrain ou dans les estrades ou à la maison après une rencontre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo que j'ai faite dans le cadre de mon projet personnel de secondaire 5, programme international, vous aura appris des choses. J'espère que la prochaine fois vous allez entrer sur le terrain pour un match sportif ou la prochaine fois vous allez aller voir quelqu'un faire du sport, vous allez réfléchir à tout ça, à ce qui est l'esprit de jeu, puis à bien réfléchir au fait que le sport, ça reste un jeu, on le dit souvent, ça a l'air un petit peu niaiseux, mais l'important c'est vraiment de participer, d'avoir du plaisir, de défouler son énergie, mais de la bonne manière.